Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Merci à nos amis de C'est un tube qui me cèdent l'antenne à l'instant. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières de secondes. L'émission que vous écoutez à présent est Accent du Sud. L'objectif du programme est de donner la parole aux acteurs et actrices du Sud, résidents ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Il peut aussi arriver que je donne la parole aux acteurs ou personnalités du Nord qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, je sors de ce cadre-là et je fais un pas de côté. Mon invitée est Sandra Adjou-Akiremi. Elle réside à Toronto, en Ontario. Elle est la fondatrice et directrice du Centre de l'identité et de la culture africaine. Donc moi, je suis évidemment Sandra Adjou-Akiremi et j'aime me définir comme une fière. J'aime insister sur le mot fière, canadienne et béninoise. Alors je suis très chanceuse, je dirais. J'aime cette dualité là ce mélange en fait multiculturel là qui est en moi. Et je suis l'heureuse maman de 2 enfants. Et qui sont afro-descendants parce que je suis moi-même afro-descendante. Je suis au Canada depuis une 12aine d'années et de formation, j'ai un MBA en management et commerce international d'une école de commerce en France. J'ai toujours travaillé en gestion de la chaîne d'approvisionnement en eau. Et je suis fondatrice et la directrice générale du SICA. Pourquoi? En fait, c'est un mélange entre mon vécu et les différentes expériences que j'ai eues dans ma vie en tant que mère, je dirais. Donc, j'ai grandi au Bénin et je suis partie quand j'ai eu 17 ans pour les études universitaires, tout simplement. Et il a fallu que je quitte le cocon familial pour réaliser que j'étais noire. Ça arrive souvent. Et j'ai réalisé conscience que j'avais de mes origines, de mon identité, de la fierté d'où je venais. En fait, ce travail que mes grands-parents ont fait a fait toute la différence dans mes choix, dans mes standards. Il y a eu des emplois que j'ai refusés parce que j'ai dit non, je vaux plus que ça. C'était vraiment tout un mélange de choses. Et quand je suis devenue à mon tour mère au Canada, des enfants qui vivent dans la diaspora, j'ai réalisé qu'il fallait en fait qu'ils aient cette conscience-là. Et ça ne se fait pas tout seul. Il faut que les adultes autour, il faut que la communauté, il faut que tout ce village dont on parle souvent en Afrique, qui éduque un enfant, puisse instaurer cela et accompagner les enfants dans cette connaissance, surtout qui sont dans un milieu minoritaire et qui sont souvent entourés des médias qui leur montrent une image différente, une image souvent négative, malheureusement, de qui ils sont. Donc, c'est tout ça qui a bouillonné en moi et je me suis dit, nous en tant que parents, moi en tant que parent, je dois m'assurer que les jeunes afro-descendants que je vois autour de moi n'ont pas ce bagage-là que nous, on a eu à porter. Moi, je m'en suis bien sortie, mais il y a tellement d'histoires difficiles que j'entends aussi autour de moi. Et c'est comme ça que le SICA est né, tout simplement. Dans les actes d'études de Sandra Adjou-Akiremi, nous parlons de la promotion de l'histoire africaine auprès des jeunes de la communauté afro-descendante du Canada et pas seulement. Le Centre de l'identité et de la culture africaine SICA qu'elle dirige vient justement de publier 2 bandes dessinées sur l'histoire de l'Afrique. Elles sont intitulées « L'Afrique avant l'esclavage et la colonisation d'une part et nos héros afro-descendants d'autre part ». Nous allons en parler au cours de l'heure à venir. Accent du Sud, c'est également de la bonne, voire de la très bonne musique originaire de tout le Sud. Au menu, Nari Mangan Sundiata, que nous propose le collectif All Star. La musique cérémonielle du roi du Dahomey sera également à écouter dans cette édition d'Accent du Sud. Je vous proposerai également vers la fin de l'émission Blinky Bill dans le cadre de Connecting Africa. Mais commençons tout de suite par Congo de Kolinga et de Gaël Fall. Mon invité est Sandra Adjou-Akiremi. Entre nous, j'aime mieux comment elle prononce son nom. Elle nous parle depuis Toronto. Je discute avec elle via appel Zoom. L'émission, c'est Accent du Sud. Nous pensons autrement. Je suis William Baïha. Bienvenue. Jeté dans les eaux,
Un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu? Celui qui t'aime, en tout cas te l'ai, je dis, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus beaux. Au pays mien, présent, passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes. Les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre apolline du fond de l'abîme. J'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à tue-tête pour chanter. Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais la paix. Congo, Yeah, Congo. Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais la paix. Congo, Congo. Tu m'as dévoilé les trésors de mon âme. Ce secret qui n'en est plus un. Ton cœur bat au même rythme que le mien. Oh non, nous ne sommes pas séparés. Congolais, Congolais. Nous aurons notre royaume secret. Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais la paix. Congo, Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais la paix. Congo, Congo, avec toi j'aimerais me Le groupe français Kolinga et Gaël Faye sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Vous avez entendu la voix envoûtante de la chanteuse Mbongo. Le titre Congo a été écrit en 2017 et est tiré de l'album Earthquake, tremblement de terre donc. Le groupe Kolinga explore tous les genres musicaux avec la sensualité de sa chanteuse originaire du Congo-Brazza. Quant à Gaël Faye, il est lui aussi français, comme Mbongo donc, mais lui, il est originaire du Rwanda. Le groupe Kolinga a sorti son plus récent album Legacy à l'été 2022. Vous écoutez toujours Accent du Sud et aujourd'hui, je reçois Sandra Adjoua-Kiremi du Centre de l'identité et de la culture africaine, en abrégé SICA. Avec elle, je parle de la promotion de l'histoire africaine. Nous parlons notamment du lancement récent de 2 albums de bande dessinée, albums produits par l'organisme qu'elle dirige, des ouvrages qui concernent en premier les jeunes enfants et adolescents des communautés afrodescendantes du Canada. Donc, si vous avez fait très bien vos recherches, vous avez certainement compris la mission de notre organisme, qui est vraiment de sensibiliser la jeunesse et de l'accompagner dans la valorisation de l'identité et de la culture des personnes afrodescendantes. Et notre désir, c'est de bâtir en fait des communautés qui sont fières, qui sont ambitieuses et prospères pour un Canada qui y gagne. Et il est important de laisser des traces. Il est important d'apporter à la jeunesse des connaissances dont malheureusement elle ne dispose pas souvent à l'école parce que le programme scolaire ne s'occupe pas forcément de la minorité. Et nous avons voulu pallier en travaillant sur ce programme de bande dessinée là.
On parle bien entendu du Centre pour l'identité et la culture africaine. On va le rappeler tout au long de l'émission. Et le centre a lancé, il y a 2 ou 3 semaines, 2 ouvrages, deux albums, on pourrait Bande dire dessinée. ainsi, de bandes dessinées, effectivement. Et j'ai été très marqué donc par cette démarche-là. Évidemment, on comprend que le SICA s'adresse surtout donc aux enfants, à inculquer cette conscience communautaire aux enfants ici. Mais j'ai été aussi marqué par les thèmes qui ont été mobilisés. C'est un thème très fort, historique. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique, c'est l'empire du Congo, d'une part, et puis l'empire du Mali ou quelque chose comme ça. Oui, le royaume du Mali, le royaume du Dahomey, oui. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a Alors, poussé à, choisir la BD? On peut comprendre que ça intéresse les enfants. Je reviendrai là-dessus sur ce genre en particulier plus tard. Et surtout, de choisir ce contenu-là. ok. Alors, pourquoi ce contenu? La programmation du SICA repose sur 5 piliers. Et dans un de ces piliers, nous avons l'histoire, l'art et la culture. Et au travers de cela, nous donnons des ateliers pour conter l'histoire autrement, l'histoire afrodescendante. C'est en fait contrôler le narratif parce que les gens ont trop raconté notre histoire de la manière dont ils voulaient. Hein? Et aussi, c'est surtout aller chercher au-delà de ce que les gens ont dit jusque-là de manière biaisée. Donc, malheureusement, beaucoup croient que l'histoire des personnes noires commence avec l'esclavage, ce qui est absolument faux. Et nous, au travers de ces capsules-là, c'est un peu ce qu'on véhicule. On parle de ce qui s'est passé sur le continent avant. Donc, quand on s'est dit qu'on allait faire des bandes dessinées, ça a fait du sens, en fait, qu'on s'intéresse à la colonisation. Parce que c'est une histoire de gloire. C'est une histoire de royaume, d'empire qui était organisé politiquement, qui était organisé économiquement. Il y avait tellement de choses qui se font, mais dont on n'entend pas parler. Et c'est important que les futures générations sachent cela, parce que ça construit aussi leur identité. Ça construit, en fait, la confiance qu'ils sont capables de faire des choses. Peu importe ce qui s'est passé de difficile, de traumatisant, c'est vraiment ressortir de l'histoire quelque chose qui peut nous permettre d'avancer. Donc, ça a été un choix assez cohérent pour nous. Et ce qui a été difficile, c'est de choisir ces 3 premiers empires et royaumes-là. Mais on a eu une logique aussi derrière ce choix. Et très, très simplement, on a voulu aussi toucher des empires et royaumes dont les gens entendaient parler d'une manière ou d'une autre. Tu sais, on a tous regardé le film Black Panther, The Woman King, on a entendu parler des Amazones du Dahomey, et on s'est dit, les gens entendent parler des Amazones, mais ils connaissent pas l'histoire de tout le royaume. Ils ne savent pas comment c'était organisé. Donc voilà, ce serait très intéressant de pouvoir aller en profondeur, faire une bande dessinée où les enfants vont s'asseoir et lire des pages de leur histoire. C'était qui les protagonistes? Qu'est-ce qui s'est fait? Et quand on parle de l'Empire du Congo, mais c'est oui, je veux dire de l'Empire du Mali, j'allais dire. Vraiment, on a entendu parler de Mansa Moussa, l'homme le plus riche du monde. En fait, c'était un empire tellement vaste. On a peut-être entendu parler de la chatte du Mandin. Peut-être on aura l'occasion, j'espère, de revenir dessus. Et de toutes ces choses extraordinaires qui ont été faites en termes d'organisation. Et le Congo, un vaste dans l'Afrique centrale. Donc, on a essayé aussi de toucher l'Ouest, le centre. Hein? On avait 3 choix à faire. Donc, on a choisi ces 3-là pour commencer, de par leur impact, de par aussi les histoires qu'on entend déjà en partie sur eux. On s'est dit, non, on va se concentrer sur eux, on va aller un peu plus en latitude et s'assurer que les enfants, les jeunes, en fait, entendent, sachent, apprennent, connaissent et puis s'en inspirent, en fait, et que ça les impacte. Oui, j'avais bien compris une stratégie de ne fâcher personne en Afrique subsaharienne. Donc, de choisir 2 empires en Afrique de l'Ouest et puis un empire important, 2 royaumes en Afrique de l'Ouest et un empire important en Afrique centrale. Et je m'étais posé la question s'il y avait des traits
distinctif qui faisait qu'on pouvait parler d'une civilisation africaine authentique, bien que nous soyons sur deux espaces géographiques différents, qui ferait une sorte de... qui rendrait compte d'une sorte de continuité entre les Africains à cette époque parfois précoloniale, et que ces empires politiques et tous ces ensembles économiques pouvaient recéler. Est-ce que vous avez perçu ça dans votre travail? Est-ce que c'est quelque chose qui va être enseigné aux enfants, de dire qu'il y a des différences en Afrique, mais il y a également des points de rencontre? Oh oui, absolument. Il faut dire que nous avons travaillé dans ce projet avec des partenaires, hein, et l'un de nos partenaires, c'est un historien, un chercheur, le docteur Amadouba. Donc, on est allé vraiment chercher des faits, aller sur Internet et puis prendre de l'information. Donc, l'idée, c'était d'aller analyser la structure organisationnelle, politique, économique. Mais je dois le dire aussi ici, on n'a pas voulu que ce soit trop lourd, hein, pour la jeunesse. Donc, il y a des choses, en fait, on s'est concentré là pour ne pas les faire fuir non plus. C'est ça. L'histoire, des fois, ça peut être des concepts un peu épais, mais il faut pouvoir les adapter pour que les jeunes... En fait, je dirais que il y a des éléments de similitude, absolument. Parce que ces empires-là et royaumes en général, ils échangeaient entre eux. Il y avait des conquêtes, il y en avait d'autres qui avilisaient d'autres, mais tout était très, très bien organisé. Ça a été vraiment une très, très belle découverte pour nous dans le travail de ce projet. C'est vrai que beaucoup de choses sont passées par là. Comme la colonisation, l'esclavage, il y a eu des changements, mais l'organisation dans les castes sociales, le respect des aînés, les structures, c'est la gestion des conflits. Il y a des villages encore à travers l'Afrique où on s'assoit sous l'arbre à palabre et on résout des problèmes. Donc, on remarque que ce soit dans l'Est, dans l'Ouest, il y a comme des choses qui reviennent. Hein, on peut parler culotte. Que tu sois dans l'Ouest, dans l'Est, c'est des choses qui ont existé, qui existent encore. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont plus obligatoires, comme c'était dans le temps. Il y a des familles qui décident autrement, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes dans les manières de vivre, dans les manières de s'organiser. Comme je disais tout à l'heure encore, le respect des aînés. Il y a des choses, en fait, qu'on retrouve au travers de le continent africain. Absolument. Mais est-ce qu'on peut trouver également quelques liens est-ce que c'est une stratégie que vous avez adoptée, de faire des liens avec l'actualité, les États modernes? En fait, on a vraiment voulu se concentrer sur la partie l'histoire africaine avant la colonisation et l'esclavage. Maintenant, ce qui est important, c'est de situer la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on entend parler du pays Mali. Nous, on est en train de leur parler de l'Empire Mali. Donc, c'est important de leur dire le pays Mali, oui, il occupe une partie de l'ancien Empire Mali. Donc, mais ce n'est pas que ça. Ça occupait beaucoup plus large que ça. Ça touchait la Gambie, la Mauritanie. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire un comparatif, juste pour situer la jeunesse en état d'aujourd'hui et comment c'était avant. Mais ceci dit, on s'est quand même beaucoup concentré sur ce qui se passait avant l'esclavage et la colonisation. Écoutez, fils du Mandé, écoutez, enfants du peuple noir. Je viens vous parler de Soundiata Keita, le fils du bœuf, le fils du lion, Mandé Ndiata, Nari Makan Ndiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'Empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire
et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tunkara. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kouroukanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne. Simbo do talebi do tarsinidi nkera fama nkera kalifa ya makakona la wali simbo jata iduna jeli do kanyetuku nkera fama nkera mankona te kalifa ya simbo ikeri fa ikeri bembake ay mokele kasira lombani nale sara jeli beke mogo betaye simbo balole tumamina jeli tutoseleke ankara kona e bisigi rotana tuku jikorote kolono ntolo yesenga na lenyate mogosila subare ke woro simo mora mogo muno kone ya mogo berolo buru jam kona tay maruja kafara nyama jomanna kafara nyama jine manna kafara funadu ko manna kafara ganku bugarila kafara masakurula kafara masakandala subare ke woro Subadenya ke wora Sundiata de kwani yekelempe karana lukama masaule anukama masajulu narema gamane dane simone. CSM 89.3 FM. Vous écoutez Naré Mangan du groupe All Star. Le groupe All Star est une constellation de griots maliens mis ensemble par le fameux producteur du groupe très connu Africando. Ce producteur s'appelle Ibrahima Silla. Pour la production de cette belle mélodie, Ibrahima Silla donc a mis ensemble Kassé Madi Diabaté, Sekouba Bambino Diabaté, Kandia Kouyaté, Kerfela Kanté, des grands noms de la musique patrimoniale malienne que vous connaissez sans doute, qui chantent l'épopée mandingue de Nari Mangan, encore connu sous le nom de Sundiata Keïta. L'émission est Accent du Sud. Aujourd'hui, je reçois Sandra Akérémy, la fondatrice du Centre de l'identité et de la culture africaine. Je poursuis la discussion que j'ai entamée avec elle il y a quelques instants sur la promotion de la culture et de l'histoire africaine. Le prétexte de notre échange aujourd'hui est la récente publication de 2 albums de bande dessinée, albums intitulés « L'Afrique avant la colonisation » et « Nos héros afrodescendants ». Ces 2 albums évoquent les royaumes du Congo, du Dahomey et l'Empire du Mali. Nous allons parler entre autres du travail de cadrage historique qui a été fait et de l'accueil qui lui a été réservé. Mais avant de commencer, je lui ai demandé pourquoi parler de Dahomey. Oui, je prononce Dahomey parce que c'est le nom original qui a été francisé et transformé en Dahomey. Alors, si on doit le traduire de manière vraiment en langue béninoise, c'est littéralement Dahomey, c'est comme dans le ventre du serpent. Bon, on ne va pas aller dans les significations extra, on va pas aller de manière très extra. On va pas extrapoler, mais c'est le nom original. Donc, on a voulu garder le nom original tout simplement pour l'histoire. On raconte notre histoire, on donne les noms comme ils ont été à l'origine. Alors, vous avez sorti des bandes dessinées et je me posais la question,
c'est vrai, nous, notre génération, des personnes qui ont été adolescentes au début des années 2000, nous lisions encore les bandes dessinées comme un vrai divertissement. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants fonctionnent avec la télévision et Internet et les applications, etc. Pourquoi vous avez choisi le format bande dessinée papier? Est-ce qu'il y a une signification particulière par rapport à ça? Alors, en fait, je vais vous ramener à cette idée préconçue, très, très, très négative et ce préjugé qui dit que les Africains ne lisent pas. Ce qui est faux, archi faux, archi faux. Alors moi, je lis, j'ai une bibliothèque remplie, mes enfants lisent et je connais plein de gens et je suis sûre que vous aussi, vous lisez beaucoup. Alors, je pourrais le dire, la jeunesse lit. On le voit dans les jeunes qui participent aux ateliers du SICA. Les jeunes lisent, ils aiment lire. Le plus important, c'est de leur donner un style littéraire qui leur plaît, un style littéraire qui leur convient. Et donc, c'est pour ça que la bande dessinée, c'est un moyen très, très, très parfait, je dirais. Il est apprécié, il y a des images, il y a des couleurs. Ils aiment ces petites bulles-là qui racontent une histoire. On les a vues à plusieurs reprises scotchées. Impossible de se décocher jusqu'à ce que le livre soit fini. C'est là, en fait, que nous avons choisi ce mot, ce moyen de transmission. Et c'est aussi pour en attirer de nouveaux. Donc, il y a ceux qui aiment déjà, mais on veut aussi aller attirer ceux qui aiment la couleur, ceux qui aiment, tu sais, et les emmener à apprendre leur histoire au travers d'un moyen qui est ludique, où on absorbe en fait l'information sans même réaliser qu'on est en train de l'absorber. C'est vrai que je suis toujours dans des aspects de fabrication. On a évoqué tout à l'heure la présence d'un historien dans le comité éditorial, pour dire ainsi, pour essayer de canaliser un peu le narratif. Mais toujours quand on parle de l'Afrique, il y a souvent cette manière de raconter l'Afrique vue par d'autres personnes, de telle sorte que les Africains eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans l'Afrique qui est racontée. C'est une Afrique un peu inventée là. Alors, je voudrais que vous insistiez un peu sur les garde-fous qui ont été mis pour que l'histoire soit vraiment émancipatoire pour les jeunes et que ça constitue une histoire qui libère plutôt qu'une histoire qui aliène. Très, très bonne question, William. En fait, la mission du SICA, c'est vraiment de raconter une histoire, comme je disais tantôt, positive. Une histoire qui est décomplexée, mais qui n'est pas une histoire fausse. C'est une histoire vraie. Alors, c'est pour ça qu'on est allé chercher un historien, pour qu'il n'y ait pas de discrédit sur ce qu'on va présenter. Donc, les faits qui sont présentés, c'est tout simplement la réalité, ce qui a existé dans le temps, mais qui n'est pas assez dit. Alors, il n'y a pas de lunettes de colonialisme ici, parce que non seulement l'histoire est racontée avant, mais elle est racontée pour que les jeunes sachent qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qu'il y a eu une organisation politique, qu'il y a eu des gens qui ont qui nommaient qui nommaient des responsables de villages, qui nommaient des responsables politiques. Il y avait des castes qui étaient respectées. Donc, elle n'a pas, notre objectif a vraiment été de dire la vérité. Donc, sans teinte de colonialisme, j'ai le mot, laissant racontant l'histoire. Parce que on n'a pas besoin d'artifice. C'est la vérité qu'on est en train de raconter. On parle dans les personnages, entre autres de la princesse Yenaga, une princesse courageuse, une princesse qui a créé un empire. En fait, c'est la vérité. En fait, je sais même pas comment le dire d'une autre manière. Quand on voit l'empire du Mali, tellement d'empereurs se sont succédés et chacun a fait quelque chose de particulier. Il y en a qui ont participé à l'expansion de l'empire. Il y en a qui ont, tu sais, on entend parler de Mansa Moussa, comme je disais tantôt, qui est riche. Donc, quand on parle de l'empire du royaume du Dahomey, pardon, elles ont existé, ces Amazones. Donc, on raconte leur histoire vraie. Et on ne veut plus... c'est important qu'on contrôle le narratif, hein, en fait. C'est important qu'on raconte nous-mêmes notre histoire, pas pour aller se glorifier, mais tout simplement parce que c'est une histoire de gloire. C'est une histoire de victoire. Il y a eu des choses qui se sont passées entre-temps,
dans un contexte particulier, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut s'inspirer de tout ce qui a été fait pour mieux rebondir. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre à ces jeunes-là. Alors, n'arrête pas ton histoire à ce qu'on te dit de toi, mais va chercher ce qui s'est réellement passé avant que tu ne sois là. Va chercher l'histoire de ces rois, reines, personnes d'influence qui ont créé, qui ont transformé, et va chercher, prends cette partie-là. Au lieu de prendre une histoire de tristesse, une histoire qui va te blesser. Il y a beaucoup de traumas. Notre histoire est difficile et elle est complexe. Donc, auprès de la jeunesse, on essaie de l'aborder avec tact, en étant ouvert, en respectant les émotions des uns et des autres. On a fait des ateliers, je vous dis, où ils étaient prévus pour une demi-heure, 45 minutes. On s'est retrouvés à 2 heures parce que les jeunes avaient des questions. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi on n'a pas le temps de répondre? Il faut savoir prendre le temps d'expliquer à celui qui réagit avec de la colère que tu peux faire quelque chose de cette colère-là et ne pas la laisser te détruire. Donc, bon, ce n'est peut-être pas le but ici, donc je ne vais pas trop me lancer, m'approfondir dessus. Mais pour en revenir à la question, elle n'est pas conditionnée par le colonialisme. On a pris des faits. On est allé chercher quelqu'un qui s'y connaît, qui a des recherches prouvées, et on croit vraiment que ça va faire une différence auprès de notre jeunesse. Oui, bon, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas vous appesantir sur la réception. Justement, ma prochaine question, c'était sur la réception par ces jeunes, d'une part, par les prescripteurs qui sont les parents. Comment est-ce que c'est reçu dans la communauté? J'imagine que bien. Et encore, c'est-à-dire, quelles sont les discussions que ça suscite auprès de la jeunesse, auprès des parents, auprès de la relation entre les parents et ces jeunes qui lisent par rapport à leur histoire, mais par rapport également à leur insertion dans cette société canadienne qui, on sait, est multiculturelle, mais également avec ses propres limites. Oui, alors nous avons eu vraiment tellement de bons retours. Ça a été un projet qui a été vraiment long à travailler, mais c'est un projet qui a été fait avec tellement... On avait beaucoup d'attentes, en fait, parce que on croit qu'il y aura une différence. Donc, jusque-là, on n'a eu que des retours positifs, parce que c'est un outil, en fait, éducatif. Avec ces 2 bandes dessinées, on a aussi créé 2 guides pédagogiques pour pouvoir accompagner des enseignants ou des moniteurs vraiment, s'ils veulent approfondir un peu plus, comment aborder certains thèmes avec les enfants, la jeunesse, peu importe. Donc, c'est vraiment des outils pédagogiques. C'est de cette manière-là qu'on les voit. Alors, les gens ont apprécié parce que c'est pas quelque chose qui se voit souvent. C'est une première pour nous. Et en fait, je ne vois pas de précédent. En fait, je n'en ai jamais vu sous ce format-là des empires et royaumes précoloniaux racontés sous forme de bande dessinée. Donc, les gens appréciaient le format. Les jeunes, surtout, ont apprécié le format. On a plein de familles qui ont commencé à envoyer des messages pour pouvoir se procurer les bandes dessinées. Bien qu'on a une stratégie un peu différente là pour la distribution. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Donc, oui, les critiques ont été très positives. Le créneau qu'on a décidé de choisir, le moyen qu'on a utilisé pour le faire, les partenaires qu'on a choisis, en fait, le fait d'avoir fait des guides pédagogiques et je vous dirais aussi, il y a une phase 2 à ce projet. On veut aller dans des écoles, dans des centres, on veut dispenser des ateliers sur ces bandes dessinées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très pensé en profondeur. Et je crois que les gens qui le découvrent maintenant sont émerveillés, en fait, du résultat, du fruit, en fait, de tout ce travail-là qu'on a fait depuis tous ces mois. Bon, on parlait tout à l'heure de votre parcours personnel. Vous avez commencé au Québec, ici à Montréal, avant de vous retrouver en Ontario et à Toronto. J'ai vu que la bande dessinée était en français. Dans un premier temps, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un cadrage francophone là, mais est-ce que c'est seulement en français? Est-ce que c'est en français et en anglais? Alors, pour l'instant, c'est en français,
tout simplement parce qu'on on veut rejoindre toute la communauté francophone à travers le pays. Le Canada est un pays bilingue, français et anglais. Donc, on a aussi, je vais vous le dire, réalisé que les besoins sont grands en francophonie. Hein? En termes d'histoire précoloniale, il y a des politiquement corrects. il y a des legs, en fait, qui sont différents du côté anglophone versus du côté francophone. Donc, on a vraiment réalisé que la jeunesse francophone avait un grand besoin. Il y a aussi, il faut le dire, des choses qui existent du côté anglophone déjà versus le côté francophone. Donc, ce n'est pas qu'on n'ira pas du côté anglophone du tout. Au contraire, le SICA est un organisme bilingue aussi. On se nomme AICC aussi, African Identity and Culture Center. Donc, on a des gens qui nous approchent aussi, qui sont anglophones. C'est juste une question aussi de stratégie. Et il faut le dire, nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, on essaie de maximiser nos moyens et de prioriser. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait surfer sur le volet francophone. Et j'avais une question. Mais la porte est définitivement ouverte. Il y a beaucoup de choses. Oui. Oui, j'avais une question en rapport avec les langues. Mais je vais vous laisser terminer votre phrase et puis je vous poserai la question sur les langues aussi. Oui, donc je disais oui que la porte est absolument ouverte et évidemment il y a beaucoup de choses qui dépendent du financement aussi, si on veut parler un langage humain. C'est ça. Donc oui, voilà. Oui, bon, vous faites une sorte de perche, hein. Peut-être ça va être la même limite, parce que je posais la question si il est possible d'imaginer le même travail dans les langues africaines, parce que j'ai vu que le SICA, le centre donc que vous présidez, organise de nombreux ateliers c'est-à-dire sur la musique, sur, je pense, les contes. Est-ce que c'est possible qu'on voit des bandes dessinées comme ça en langue africaine, même si elles sont souvent nombreuses et parfois hétéroclites? Absolument, absolument. En fait, parmi nos ateliers, nous donnons même des cours de langue, des leçons de langue. Et l'idée, en fait, c'est de changer l'imaginaire de la jeunesse par rapport aux langues africaines. Ce sont des langues qui méritent d'être connues, qui méritent d'être parlées, qui sont riches en phonétique. Et souvent, ça semble bizarre pour les jeunes hein, quand ils ne sont pas confrontés à ça. Donc, on fait tout un travail aussi au travers les contes aussi, ou le chant. On utilise beaucoup les langues africaines juste pour qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie et qu'ils arrêtent en fait de les catégoriser comme langues bizarres. Ce sont les langues qui méritent. La langue en fait c'est un moyen de transmission culturelle tout simplement. Si dans une prochaine étape définitivement pouvoir les avoir dans des langues africaines, ce serait excellent, je dirais même, parce qu'il y a aussi le besoin sur le continent africain. Et faut le dire, on a un plan stratégique qui est bâti et on est au Canada pour l'instant, mais pendant la pandémie, on a eu des jeunes qui se sont connectés de la France, du Sénégal, à distance sous Zoom. Donc le besoin, en fait, il est dans le monde entier auprès de la jeunesse. Alors, on va aller une étape à la fois, mais définitivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses faisables. Définitivement.
Toujours à l'écoute d'Accent du Sud sur la CISM. La fréquence à Montréal est 89.3 FM. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur l'essentiel des plateformes de balado, de podcasting. Ça dépend de comment vous préférez l'appeler. Et vous écoutez un extrait de la musique cérémonielle du roi du Dahomey. Un enregistrement effectué à Porto Novo, la deuxième ville du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Cet extrait remonte à 1957, a été fait par l'ethnomusicologue Gilbert Rouget et Jean Kourma. Je continue et termine ma discussion avec Sandra Akiremi, la fondatrice du Centre de l'identité de la culture africaine. Nous parlons maintenant des aspects liés à la distribution et insistons sur l'appel fait aux personnes de bonne volonté de soutenir ce projet qui participe à donner leur identité à la jeunesse afro-descendante. Notre stratégie est très, très simple. C'est un projet, comme je vous le disais, éducatif, où le SICA a reçu du financement du ministère du Patrimoine canadien. OK? Donc, à la base, ce ne sont pas des ouvrages qui sont à vendre. Il est vrai que nous avons malheureusement un nombre de copies limité dans ce projet, dans cette phase du projet, mais nous sommes déjà en train de travailler à d'autres phases de ce projet pour avoir plus de copies. Alors, notre stratégie, c'est de rendre ces bandes dessinées accessibles. C'est pour ça que nous ciblons en priorité les écoles. Alors, les écoles, ça veut dire qu'on peut toucher en même temps 200, 400, 500 jeunes. Donc, ça, c'est vraiment notre phase 1. Et évidemment, il y a aussi des organismes communautaires. On voudrait que les organismes communautaires qui ont au moins 30 jeunes puissent nous écrire. Il y a un lien qui est disponible qu'on partage. Donc, dans une première phase, c'est vraiment de rendre ça possible à des centres, écoles qui ont accès à plusieurs jeunes. Et là, on est sûr que le message est diffusé comme en masse. Alors, mettre accessible, disponible à des familles ou des individuels. Et sur ça, nous comptons beaucoup sur des commandites. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel. Le travail a déjà été fait. Les guides sont déjà disponibles. Maintenant, il y a un travail d'impression, il y a des frais administratifs, des frais d'envoi et toutes ces choses-là qui ont besoin de financement. Donc, nous, parallèlement, nous cherchons aussi des commandites. Si vous êtes une personne qui nous écoutez en ce moment, une institution qui voulait commander un certain nombre de copies, nous sommes prêts, en fait, parce que le produit, on ne veut pas le vendre. Évidemment, il y aura des frais d'administration et de gestion, d'envoi, ce genre de choses, en fait, pour couvrir certains frais que nous aurons à encourir. Mais définitivement, c'est la bande dessinée de tout le monde. C'est la bande dessinée de tous ceux qui sont intéressés, en fait. Je vais partager le site du SICA sur les plateformes de l'émission CISM et puis sur Spotify au moins. Là, je pense que les personnes qui sont touchées par votre message vont être concernés également. Alors, je comprends très bien. Je voulais poser une question là en rapport avec l'accès, mais je comprends très bien que c'est quelque chose qui demande quand même une sorte de soutien. Et vous avez évoqué tout à l'heure le soutien du ministère canadien du patrimoine. Et je me demandais s'il y avait d'autres appuis institutionnels, si vous avez approché les provinces,
les administrations provinciales Alors, chargent de l'éducation, etc. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec les conseils scolaires, par exemple. Donc, on espère que plusieurs conseils scolaires à travers le Canada, que ce soit au Québec, en Ontario ou ailleurs au Canada, on fait vraiment un travail de promotion auprès d'elles en ce moment. On est en train de les contacter. Et on a eu un bon retour avec la conférence de presse, les articles qui sont sortis. Donc, on essaie aussi de partager ces articles-là à travers différents réseaux. Personnellement, par exemple, j'ai rencontré le directeur général d'une association qui est prêt à nous commander des copies. Donc, c'est comme ça dans des trucs de réseautage, dans des rencontres de réseautage. Des personnes, mais on compte aussi sur la communauté. On compte sur des gens qui vont relayer le message. On compte sur des gens qui vont venir vers nous parce que c'est le travail de tout le monde. C'est le travail de tout le monde. Donc, on fait notre part et on espère que le message, au travers de vous, par exemple, vraiment de cette rencontre qu'on est en train d'avoir, que le message va encore résonner plus loin, plus fort et que d'autres personnes vont venir, non pas forcément attendre qu'on vienne vers elles, mais vont venir vers nous aussi et on va commencer une discussion pour pouvoir aller encore plus loin. Alors, actuellement, bon, j'imagine qu'il faut terminer ce projet-ci. Bon, je vais poser une question. Je sais que ça va être c'est un peu chaud là, mais là, dans le fond, est-ce que les ambassades africaines, les représentations diplomatiques africaines, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse ou elles regardent ça de loin? Est-ce que c'est quelque chose qui dit quelque chose aux Africains qui sont présents ici, sans être Canadiens, mais on parle quand même de ce continent-là? C'est une très, très bonne question. Nous n'avons pas directement des ambassades dans notre liste de personnes à contacter, mais on a eu quelques contacts ici et là qui travaillent sur le continent et qui sont entre les deux. Et on est tous d'accord que la jeunesse, où qu'elle soit, et quand on voit la jeunesse sur le continent africain aujourd'hui, elle a aussi un problème d'identité, malheureusement. Donc, elle est beaucoup tournée vers l'Occident. On essaie de copier des choses et on oublie nos valeurs. Et on doit le reconnaître aussi dans nos écoles africaines. Parfois, on raconte plus l'histoire de l'Occident que l'histoire des peuples africains, alors que c'est ça qui bâtit en fait l'identité d'un enfant. J'imagine ça comme un arbre. Ça prend tes racines, en fait, qui soient bien ancrées pour que tu pousses. Alors, je crois que c'est une très bonne idée que vous êtes en train de me donner, William. On pourrait approcher définitivement certaines ambassades et voir un pays et puis distribuer. Je crois qu'il y a de limites que ce qu'on s'impose. Alors, nous, on pense que c'est le premier travail d'une longue série, en fait, de bandes dessinées qui vont sortir. On espère que d'autres personnes vont embarquer et peut-être aussi sortir des bandes dessinées. On n'en a pas le monopole non plus. Tout ce qu'on veut, c'est que l'histoire afrodescendante soit connue, particulièrement auprès de la jeunesse. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle aille dans les écoles. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes soient fiers de qui ils sont et qu'ils ne se définissent plus comme on les définisse. On veut qu'ils aient des hauts standards. On veut qu'ils réalisent que si quelqu'un comme Soundiata Keita a fondé un empire, a participé à l'expansion d'un empire, c'est qu'ils peuvent le faire aussi. Hein? Donc, c'est vraiment aller chercher dans les origines de ton toi pour savoir que tes possibilités, elles sont infinies. Et connaître ton histoire, parce que si toi, tu ne la connais pas, eh bien, on pourra toujours te raconter ce qu'on veut sur toi et tu croiras. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. C'est vraiment inspirant d'écouter ça. En général, Accent du Sud donne la parole aux personnes du Sud global, mais qui sont de passage ou résidents à Montréal. Mais vu l'importance de ce projet, bien que ça se passe hors du Québec, hors de notre ville, hors du Québec, et que en fait l'idée vient de l'Ontario, de Toronto, j'ai pensé que c'était quelque chose d'important à relayer ici,
dans ces ondes-ci et dans cette plateforme-ci. On ne sait jamais. Et dans tous les cas, ça participe d'une manière parfaite à la mission que je me suis donnée, de donner à entendre les personnalités qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Et Sandra, je vous remercie beaucoup. Mais William, c'est moi de vous dire merci pour votre sensibilité et pour tout le travail que vous faites. Et vous disiez tantôt, bien que ce ne soit pas sorti du Québec, mais en fait, c'est un travail pour toute l'humanité. C'est vraiment un travail pour toute l'humanité. Et nous avons des jeunes membres, en fait, du SICA. Donc, en fait, nos jeunes sont dispersés. On a réalisé que même si au départ, on voulait concentrer nos efforts parce qu'on a des moyens limités, tranquillement, on grandit seulement sur l'Ontario, on a réalisé qu'on ne pouvait pas parce qu'on pouvait au contraire aller plus grand parce que les gens sont venus aussi vers nous. On a dit non, là pour faire la différence. Donc, merci infiniment pour l'invitation. C'est très apprécié et merci pour le travail que vous faites. Accent du Sud sur la CISM, vous écoutez DJ Blinky Bill Selenga. Le morceau que vous venez d'écouter est Connecting Africa, une sonorité tellement puissante qu'elle a été sélectionnée comme hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de soccer en Égypte il y a 4 ans. Accent du Sud tire à sa fin. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie pour cette autre édition. Vous pouvez bien sûr continuer à nous écrire sur accent du Sud CISM à commercial@gmail.com, accent du Sud étant bien sûr au pluriel. Vous pouvez aussi consulter les activités du Centre de l'identité et de la culture africaine sur le web CICA-AICC.com. Je reprends CICA-AICC.com. Dans tous les cas, vous verrez ce site sur la description de l'émission si vous consultez le site de la CISM ou les sites de balado. Parlant du site de la CISM, je vous le donne tout de suite puisque vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des émissions Accent du Sud et des autres émissions de la CISM sur CISM893.ca, CISM893.ca ou sur votre plateforme de balado préférée, bien sûr. Vous pouvez également chercher Accent du Sud à Montréal, notamment sur Spotify, la principale plateforme que j'utilise. Autrement, je vous donne rendez-vous mardi prochain dès midi sur les ondes de la CISM pour de nouveaux Accents du Sud. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Je suis William Baiha. Au revoir.